Gwenaël, Gwen. Mallory ne fréquentait l'Académie centrale de Chêne Valley que depuis 62 jours, exactement lorsque Béatrice Béa Dumont l'a envoyé valser pour la première fois dans un placard à provisions. Gwen mesurait 1,70 m, arborant des cheveux corbeaux qui reflétaient la faible lumière de la salle de classe, paraissant presque bleue sous certains angles. Elle affectionnait les robes de solderie et les vieilles chemises de travail, marinettes de sa mère, qui drapaient lâchement sa silhouette élancée. Ce que Béa et sa clique n'ont pas remarqué, ce sont les légères taches de poussière de craie incrustées dans le bout des doigts de Gwen, résultat d'années de dessin et de sculpture dans son atelier sous les combles, ou le léger aplatissement de son pouce dû au modelage de l'argile. La famille de Gwen avait déménagé à Chêne Valley après la retraite de sa mère de l'armée de l'air. L'adjudant-chef Patricia Mallory travaillait désormais de nuit comme agent de sécurité à l'usine aéronautique locale et dormait en fin de matinée et au début de l'après-midi. Le père de Gwen était décédé d'une longue maladie plusieurs années auparavant, laissant mère et fille affronter la vie comme un duo soudé. Patricia avait enseigné à Gwen des techniques d'autodéfense, non pas parce qu'elle s'attendait à ce qu'elle les utilise, mais parce qu'elle ne pouvait pas toujours être présente pour la protéger. Fait profil bas jusqu'à l'obtention du bac, lui avait-elle conseillé le premier jour à Chêne Valley. Choisis tes combats avec sagesse. Cependant, les combats de Gwen semblaient déterminés à la trouver. Béatrice Dumont régnait sur sa terminale grâce à un mélange de statut familial, de méchanceté aiguisée et de deux alliés dévoués, Chloé Martin et Léa Dubois. La mère de Béatrice supervisait 4 agences immobilières dans le département, ce qui signifiait que Béatrice conduisait un SUV de luxe différent à l'école chaque semaine et ne s'inquiétait jamais des conséquences. Ses cheveux châtain clair recevaient des balayages toutes les 7 semaines et sa garde-robe contenait des tenues valant plus que ce que la mère de Gwen gagnait en 3 mois. Le harcèlement a commencé subtilement. Béatrice renversait accidentellement son thé glacé sur le carnet de croquis de Gwen en cours d'art plastique, détruisant des heures de travail. Elle faisait des remarques acerbes sur la garde-robe de Gwen pendant les séminaires d'histoire. Elle organisait les binômes de laboratoire spécifiquement pour exclure Gwen, puis se plaignait à M. Dujardin du manque de collaboration de Gwen. Elle sent la térébenthine. Gwen a entendu Béatrice dire à Chloé près du distributeur de boissons de la cantine un vendredi de septembre. Probablement parce que sa mère est une sorte de mécano d'avion. La mère de Gwen n'était pas mécanicienne d'avion. Elle avait été instructrice de survie pour l'armée de l'air avant qu'un accident d'entraînement dans le Jura n'endommage les nerfs de sa main droite et ne la laisse avec des tremblements persistants. Mais Gwen ne les a pas corrigés. Patricia lui avait inculqué que parfois, la meilleure chose à faire était de ne rien faire du tout. Le supplice s'est amplifié en octobre. Béatrice a découvert le portfolio artistique en ligne de Gwen et a commencé à poster des commentaires sur chaque pièce. C'est censé être de l'art, est apparu sous un croquis au fusain du chat de Gwen. Bonne chance pour entrer aux Beaux-Arts est apparu sous une photo que Gwen avait partagée après avoir remporté un concours artistique local. Gwen a supprimé les commentaires et restreint l'accès à son compte, mais des captures d'écran ont rapidement été partagées via des messages de groupe. Des camarades de classe avec lesquels elle n'avait jamais interagi ont commencé à ricaner lorsqu'elle passait. Quelqu'un a créé un faux compte Twitter appelé Art Raté Chêne Valley, qui publiait des critiques quotidiennes des œuvres d'art de Gwen, accompagnées de commentaires sarcastiques sur sa technique. La politique de tolérance zéro de l'école exigeait la documentation de 5 incidents distincts avant que l'administration ne puisse intervenir. Gwen a signalé le harcèlement en ligne à son conseiller d'orientation, M. Le Maire, qui a promis de se pencher sur la question, mais a expliqué que la cyberintimidation hors campus se situait dans une zone grise juridique, à moins que des menaces explicites ne soient communiquées. « Vous ont-ils menacé de violences physiques ?» a demandé M. Le Maire lors de leur réunion début octobre. « Pas exactement », a concédé Gwen.
Alors nous surveillerons la situation et verrons si elle s'aggrave davantage. Elle s'est aggravée. La veille des vacances de la Toussaint, Gwen quittait le théâtre après la répétition du club de décors scéniques lorsqu'elle a rencontré Béatrice, Chloé et Léa qui traînaient dans le quai de chargement. Les sols du quai de chargement étaient en béton usé, installés dans les années 1970, lorsque les normes d'accessibilité étaient plus une suggestion qu'une obligation. Les élèves utilisaient généralement l'entrée principale, mais les membres de la section théâtre coupaient souvent par le quai de chargement pour rejoindre le parking arrière. « Tiens, tiens !» a dit Béatrice, bloquant le passage de Gwen. « Si ce n'est pas notre petit artiste fauché !» Gwen a tenté de les contourner, mais Chloé s'est déplacée pour la bloquer. Le quai de chargement était confiné, avec à peine assez d'espace pour que 2 personnes puissent manœuvrer confortablement. L'odeur de poussière et de vieux bois flottait dans l'air. « Il faut qu'on parle !» a déclaré Léa, bien que sa voix manquât de la confiance habituelle de Béatrice. Léa avait toujours été la participante la moins enthousiaste à leur combine. « J'essaie de partir », a répondu Gwen. Elle a gardé son sang-froid, se souvenant des conseils de sa mère de ne pas trahir sa peur. « Tu essaies de saper ma popularité ?» a rétorqué Béatrice. « Tu répands des rumeurs à Monsieur Dujardin sur mon manque de talent. Je n'ai jamais mentionné ton nom. Ne fais pas l'innocente. Tu crois qu'on ne sait pas ce que tu fais? Tu essaies de nous faire renvoyer parce que tu ne supportes pas une petite critique ?» Gwen a senti son téléphone vibrer dans la poche de sa veste. Probablement sa mère, lui envoyant un SMS pour lui dire qu'elle quittait le travail plus tôt pour venir la chercher. Si elle pouvait gagner 7 minutes, elle serait là. « Écoute, » a dit Gwen, « je ne veux pas d'ennui. Est-ce qu'on peut juste faire comme si ça ne s'était jamais produit ?»« Trop tard pour ça, » a dit Béatrice. Elle s'est rapprochée, forçant Gwen à reculer vers le bord du quai. « Tu as déjà fait de ça notre problème. »« Béatrice, peut-être qu'on devrait... » a commencé Léa. « La ferme, » a interrompu Chloé. « Il faut qu'elle apprenne une leçon. » Gwen a senti le bord du quai de chargement derrière son talon. Le quai tombait d'1,20 m sur le parking en contrebas, où il était relié à la zone de stockage des accessoires du département théâtre. Pendant la journée, la zone était pleine d'activités, mais après l'école, elle était déserte, à l'exception du gardien de sécurité occasionnel. « Apprendre quoi ?» a demandé Gwen. « Que les actes ont des conséquences », a dit Béatrice. « Tu veux te plaindre au conseiller d'orientation du harcèlement en ligne ? Laisse-moi te montrer ce que c'est que le vrai harcèlement. » Béatrice a poussé Gwen avec force dans la poitrine avec ses 2 mains. Gwen avait été entraînée pour ça. Sa mère avait consacré d'innombrables heures à lui apprendre à chuter, à rediriger la force, à minimiser l'impact. Mais les scénarios d'entraînement ne tenaient pas compte des quais de chargement en béton à des angles bizarres, ou de la façon dont un portfolio rempli de fournitures d'art lourdes pouvait déséquilibrer au mauvais moment. Le pied droit de Gwen a glissé du bord. Elle s'est tordue, essayant de s'accrocher à la poutre métallique, mais la vieille poutre était lâche et rouillée, offrant peu de résistance. Elle a basculé en arrière, son épaule gauche heurtant le bord du quai, sa tête heurtant le béton avec un bruit sourd et inquiétant. Son bras droit s'est retrouvé coincé sous son corps au sol avec un bruit de bois qui se brise. Elle s'est immobilisée sur le parking, les fournitures d'art éparpillées autour d'elle comme des feuilles mortes. L'air sentait l'essence et l'asphalte humide. Le silence a duré peut-être 4 secondes. « Oh, zut !» a murmuré Chloé. « Gwen ?» a appelé Léa. « Gwen, ça va ?» Gwen a essayé de répondre, mais quand elle a ouvert la bouche, seul un halètement s'est échappé. Son bras droit était plié à un angle auquel les bras ne sont jamais censés se plier. Sa cheville gauche était parcourue d'une douleur lancinante. Quelque chose de collant coulait sur le côté de son visage. « Il faut qu'on appelle les secours », a dit Léa. « Non », a rétorqué Béatrice, « il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Elle est gravement blessée. Elle est tombée du quai. Les accidents arrivent tout le temps. Béatrice, son bras, ce n'est pas notre problème. Elle a trébuché. On n'était même pas là. »
Gwen a entendu des pas s'éloigner dans le théâtre. Elle a essayé de bouger, mais le mouvement a envoyé des éclats d'agonie dans son côté droit. Sa vision s'est brouillée par intermittence. Elle a tâtonné pour trouver son téléphone avec sa main gauche, mais il avait glissé sous une pile de croquis pendant la chute. Gwen est restée allongée sur le béton froid pendant 29 minutes avant que Madame Garnier, la gardienne de nuit, ne la découvre. Le trajet en ambulance a été un mélange chaotique de gyrophares clignotants et de questions auxquelles Gwen ne pouvait pas répondre clairement. Sa mère les a rencontrés à l'hôpital mémorial de Chêne-Vallée, portant encore son uniforme de travail et sentant légèrement le kérosène et le lubrifiant pour machine. Quand elle a vu Gwen sur le brancard, son visage a traversé plusieurs émotions avant de se stabiliser dans la force maîtrisée qu'elle avait perfectionnée pendant 20 ans dans l'armée de l'air. Le bilan des dégâts a nécessité 5 heures, fracture ouverte du cubitus droit, luxation du coude, commotion cérébrale modérée, contusion sévère le long de ses côtes et de son dos et une entorse à sa cheville gauche. Les médecins ont dit qu'elle avait de la chance que la blessure à la tête ne soit pas plus grave. « Comment c'est arrivé ?» a demandé Patricia pendant les moments de calme entre les infirmières vérifiant les constantes vitales. Gwen a raconté le quai de chargement, le fait d'avoir glissé, la poutre qui a cédé. Elle n'a pas mentionné Béatrice ou la poussée. Pas encore. « L'école a appelé », a dit Patricia. Ils examinent les normes d'accessibilité du quai de chargement. Apparemment, cette poutre est instable depuis des mois. Gwen a passé 6 jours à l'hôpital et est rentrée chez elle le lendemain de la Toussaint avec son bras droit dans un plâtre des doigts à l'épaule, un plâtre de marche sur son pied gauche et l'ordre strict de s'abstenir de toute activité physique pendant au moins 10 semaines. La commotion cérébrale lui a laissé des migraines qui rendaient le dessin difficile, ce qui signifiait qu'elle devrait compter sur un logiciel de reconnaissance vocale et une aide à la prise de notes pour suivre ses cours. Patricia a pris un congé familial de l'usine aéronautique pour s'occuper d'elle, ce qui signifiait que leurs finances déjà tendues sont devenues encore plus serrées. Les factures d'hôpital prendraient des années à être remboursées, même avec son assurance militaire couvrant la plupart des coûts. « On s'en sortira d'une manière ou d'une autre », a-t-elle assuré à Gwen quand elle s'est excusée pour le fardeau. C'est à ça que servent les familles. Pendant sa convalescence, Gwen a eu amplement le temps de réfléchir. Elle a rejoué le moment au bord du quai de chargement à plusieurs reprises, analysant les mots de Béatrice, le positionnement de Chloé, l'hésitation de Léa. Plus elle y pensait, plus elle était furieuse. Pas simplement furieuse à propos de la poussée, mais furieuse à propos de tout. Les semaines de tourments, les attaques en ligne, la façon dont Béatrice avait soigneusement calculé chaque action pour rester juste à l'intérieur des limites de ce que l'école considérait comme actionnable. La façon dont elle s'était simplement éloignée pendant que Gwen gisait blessée sur le parking. Surtout, Gwen était furieuse que sa mère fasse des heures supplémentaires pour couvrir les dépenses médicales pour des blessures qui n'étaient pas la faute de sa fille. Au cours de sa 4e semaine de convalescence, Gwen a demandé à Patricia de lui enseigner des techniques d'autodéfense plus avancées. « Ton bras est encore en train de guérir », a-t-elle souligné. « Mon bras gauche fonctionne très bien. »« Gwen, je sais que tu es contrariée. »« Je ne suis pas contrariée. Je suis prête. » Patricia a étudié le visage de sa fille pendant un long moment. Elle avait déjà vu cette expression dans les yeux des soldats revenant du combat. C'était le regard de quelqu'un qui avait décidé qu'être une cible n'était plus acceptable. « D'accord, » a-t-elle dit finalement, « mais on fait ça bien. Pas de raccourcis, pas d'imprudence. Et tu n'utilises rien de tout ça à moins d'y être absolument obligé. » Entendu. Je le pense, Gwen. La violence est un dernier recours, pas une première réponse. Je sais. Ils ont commencé par le jeu de jambes, car Gwen pouvait pratiquer des schémas de mouvement sans exercer de pression sur ses os en guérison. Patricia avait transformé leur grenier en un atelier d'art de base il y a des années, avec des tables à dessin, des chevalets et des supports de modelage en argile recouvrant le plancher en bois. Pendant la convalescence de Gwen, il est devenu leur dojo.
Le combat ne consiste pas à être fort, a expliqué Patricia lors de leur première leçon. Il s'agit d'être stratégique. Tu observes ton adversaire, tu exploites les faiblesses, tu crées des opportunités. Gwen a appris à porter des coups précis avec sa main gauche, tout en protégeant son bras droit blessé. Elle a pratiqué des coups de pied avec sa bonne jambe, tout en gardant son équilibre malgré le plâtre de marche. Plus important encore, elle a appris à penser de manière défensive. 3 adversaires, c'est un défi, lui a dit Patricia. Mais 3 adversaires qui ne s'attendent pas à de la résistance, c'est un avantage. Pendant les vacances de Thanksgiving, le plâtre de Gwen avait été remplacé par une attelle amovible et le plâtre de marche avait disparu. Les symptômes de la commotion cérébrale avaient pour la plupart disparu. Physiquement, elle se rétablissait bien. Mentalement, elle planifiait. L'enquête de l'école sur son accident avait conclu que la poutre instable était un problème d'infrastructure, pas une violation de la sécurité. La poutre a été réparée, des panneaux d'avertissement ont été affichés concernant le signalement des problèmes d'entretien et la vie à l'Académie centrale de Chêne Valley est revenue à la normale. Sauf que la normalité de Gwen avait changé. Elle est retournée à l'école en janvier avec son bras toujours dans une attelle, mais semblant par ailleurs rétabli. Béatrice et ses amis s'attendaient à ce que Gwen change d'école, ou au moins fasse profil bas. Au lieu de cela, Gwen semblait presque assurée, établissant un contact visuel dans les couloirs et contribuant aux discussions en classe. « Regardez qui est de retour », a dit Béatrice le premier jour de Gwen, l'attendant près de la salle de fourniture d'art. « Comment va le bras ?»« Il devient plus fort chaque jour », a répondu Gwen. Quelque chose dans son ton a fait reculer Béatrice légèrement. « Bien. Peut-être que la prochaine fois, tu feras attention où tu vas. Oh, je serai certainement plus consciente de qui est derrière moi sur les quais de chargement. » Les yeux de Béatrice se sont plissés. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien. Juste des conseils de sécurité généraux. Pendant 3 semaines, Gwen a joué le rôle d'une victime en convalescence. Elle a assisté à des rendez-vous de physiothérapie, a utilisé sa blessure comme excuse pour éviter le cours de gymnastique et a semblé ne représenter aucune menace pour qui que ce soit. Mais elle observait, mémorisait des schémas, identifiait des faiblesses. La routine de Béatrice était prévisible. Chaque lundi et mercredi, elle restait après l'école pour les réunions du conseil des élèves dans la salle de conférence près du bureau du conseiller d'orientation. Les réunions se terminaient généralement vers 16h45, après quoi Béatrice passait à son casier, puis coupait par la salle informatique pour rejoindre le parking où Chloé l'attendait dans sa voiture. Léa se comportait différemment depuis la chute de Gwen. Elle évitait le contact visuel dans les couloirs et semblait mal à l'aise pendant les campagnes de harcèlement habituelles de Béatrice. Gwen soupçonnait Léa de lutter contre la culpabilité, ce qui signifiait qu'elle pourrait ne pas être pleinement engagée à soutenir Béatrice si des problèmes éclataient. Le dernier mercredi de janvier, Gwen a mis son plan à exécution. Elle a attendu dans la salle informatique jusqu'à 16h40, positionnée à un poste de travail près de la sortie arrière. À précisément 16h46, Béatrice a déambulé dans l'entrée principale de la salle, parlant fort au téléphone de ses projets pour le week-end. Elle était seule. Léa avait apparemment séché la réunion et Chloé attendait dehors. « Je sais, n'est-ce pas ?» disait Béatrice. « Elle se croit tellement forte maintenant, mais elle est toujours aussi pathétique. » Elle s'est interrompue quand elle a aperçu Gwen à l'ordinateur. « Je te rappelle, » a dit Béatrice, mettant fin à l'appel. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'utilise l'ordinateur, » a dit Gwen sans lever les yeux de l'écran. « C'est une salle informatique. Cette salle ferme à 16h45. » La porte était déverrouillée. Béatrice s'est approchée du poste de travail de Gwen. « Tu n'es pas censé être ici. Toi non plus. Je suis au conseil des élèves. J'ai la permission d'être dans le bâtiment après les heures de cours. » Gwen a finalement levé les yeux de l'écran de l'ordinateur. «
As-tu la permission de pousser des gens des quais de chargement? La question flottait dans l'air entre elles. L'expression de Béatrice a subi plusieurs transformations avant de se stabiliser sur une innocence feinte. « Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles », a dit Béatrice. « Bien sûr que si. » Gwen s'est levée lentement, favorisant son bras droit juste assez pour paraître vulnérable. « Toi, Chloé et Léa, le quai de chargement, juste avant les vacances de la Toussaint. Tu es tombée, la poutre était instable. Après que tu m'aies poussé, prouve-le. » Gwen a souri. Ce n'était pas un sourire amical. « Je n'ai pas à le prouver. Je dois juste te rendre l'appareil. » Béatrice a fait un pas en arrière. « Tu me menaces? J'énonce une intention. Tu ne peux pas me toucher, ma mère te poursuivra en justice pour tout ce que tu as. » Pourquoi? Avoir un accident? Béatrice a cherché son téléphone, mais Gwen a été plus rapide. Elle a attrapé le poignet de Béatrice avec sa main gauche, sa main forte, et a exercé juste assez de pression pour faire tomber le téléphone de Béatrice. « Lâche-moi » a exigé Béatrice. « Comme tu m'as lâché sur le quai de chargement ?» Gwen a relâché le poignet de Béatrice et a reculé. Béatrice s'est immédiatement penchée pour récupérer son téléphone, ce qui était précisément ce que Gwen avait prévu qu'elle ferait. À l'instant où Béatrice s'est redressée, Gwen a riposté. Ce n'était pas un coup imprudent ou une explosion émotionnelle. C'était une réponse précise et contrôlée, une frappe de la paume de la main de Manuel, exécutée avec une technique appropriée et un ciblage précis. La frappe de Gwen a atteint le nez de Béatrice, faisant claquer sa tête en arrière et la faisant tomber à genoux. Béatrice a regardé Gwen avec choc, une main pressée contre son visage. « Espèce de folle, tu m'as cassé le nez !»« Il n'est pas cassé, » a dit Gwen calmement. « S'il était cassé, tu ne parlerais pas. » Béatrice a tenté de se relever, mais Gwen l'a fermement guidée vers le bas, pas doucement, mais pas avec la même force calculée qu'elle venait de déployer. « Voici ce qui va se passer, » a dit Gwen. « Tu vas arrêter. Tout. Les commentaires, les attaques en ligne, les campagnes de rumeurs. Tu vas dire à tes amis d'arrêter. Et si je soupçonne même que tu prévois des représailles, je vais expliquer à tout le monde exactement comment je me suis retrouvé sur le parking. Personne ne te croira. Peut-être pas, mais ils croiront certainement la caméra de sécurité. » Les yeux de Béatrice se sont écarquillés. Quelle caméra de sécurité? La caméra dans le hall du théâtre. Elle ne couvre pas directement le quai de chargement, mais elle vous montre toutes les trois en train de me suivre vers le quai. Et elle vous montre en train de vous enfuir ensuite au lieu d'appeler les secours. C'était un bluff. Gwen avait vérifié, et la caméra du hall du théâtre était défectueuse depuis des mois. Mais Béatrice ne le savait pas. « Tu mens », a dit Béatrice, mais sa voix manquait de conviction. « Est-ce que je mens ? Tu veux savoir ce qui se passe quand je montre ces images à la police? Parce que pousser quelqu'un d'un quai de chargement, ce n'est pas du harcèlement, Béatrice. C'est une agression aggravée, puisque j'ai été grièvement blessé. » Gwen s'est agenouillée à côté de Béatrice, gardant sa voix basse et stable. « Mes frais médicaux s'élèvent à près de 40 000 €. Ma mère a dû prendre un congé sans solde pour s'occuper de moi. On risque de perdre notre maison à cause de ce que tu as fait. Alors crois-moi quand je te dis que mettre fin à ta vie sociale est le moins que je sois prêt à faire pour me venger. Je pourrais te faire renvoyer pour m'avoir frappé. Vas-y, explique au proviseur Fournier pourquoi tu étais seul dans une salle informatique avec la personne que tu harcèles depuis des mois. Explique pourquoi tu n'as pas signalé l'attaque immédiatement. Explique pourquoi tu n'appelles pas la police tout de suite. » Béatrice a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, sans parler. « Voici le truc avec les harceleurs, » a continué Gwen. « Vous n'êtes dangereux que lorsque les gens pensent que vous êtes intouchables. Mais tout le monde m'a vu me casser le bras en tombant du quai de chargement et tout le monde va te voir te promener avec un nez enflé. Ils vont faire le rapprochement. » Gwen s'est levée et a hissé son sac à dos sur son épaule. « Ça se termine maintenant, Béatrice. Tout. Ou la prochaine fois, je ne m'arrêterai pas à une seule riposte.
Elle s'est dirigée vers la sortie de la salle informatique, puis s'est arrêtée à la porte. « Oh, et Béatrice, s'il arrive quoi que ce soit à Léa parce qu'elle se sent coupable de ce que tu as fait, je te tiendrai personnellement responsable de ça aussi. » Gwen a laissé Béatrice assise sur le sol de la salle informatique, une main pressée contre son nez lancinant, fixant son téléphone et essayant de décider si elle devait appeler à l'aide. Le lendemain, Béatrice est apparue à l'école avec une ecchymose sur le nez qu'elle a affirmé être due au fait d'avoir marché dans une porte vitrée. Lorsque ses camarades de classe se sont renseignés à ce sujet, elle a rapidement changé de sujet. Elle a évité le contact visuel avec Gwen dans les couloirs et n'a pas parlé pendant les cours qu'elle partageait. Plus important encore, le harcèlement a cessé. Plus d'attaques en ligne. Plus d'insultes murmurées, plus d'exclusion organisée des projets de groupe. Chloé et Léa semblaient confuses par le désintérêt soudain de Béatrice à tourmenter Gwen, mais elles n'ont pas insisté pour obtenir des réponses. Léa a en fait approché Gwen une semaine plus tard, s'arrêtant à son casier entre les cours. « Je voulais m'excuser », a dit Léa tranquillement, « pour ce qui s'est passé avant les vacances, sur le quai de chargement. » « Je sais que tu ne voulais pas être là, » a répondu Gwen. « Ça ne l'excuse pas. » « Non, ça ne l'excuse pas, mais ça le rend pardonnable. » Léa a hoché la tête et a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Béatrice se comporte bizarrement ces derniers temps, comme si elle avait peur de quelque chose. Peut-être qu'elle a enfin réalisé que les actes ont des répercussions. La rumeur s'est répandue rapidement dans le réseau social de l'Académie centrale de Chêne Valley que quelque chose avait changé dans la dynamique Gwen-Béatrice. Les élèves qui avaient auparavant évité Gwen par peur des représailles de Béatrice ont commencé à l'inclure dans les conversations et les activités de groupe. Les notes de Gwen se sont améliorées car elle ne dépensait plus d'énergie mentale à éviter les tactiques de harcèlement. Plus important encore, la mère de Gwen a pu reprendre son horaire de travail régulier, ce qui a contribué à stabiliser leurs finances. 4 semaines après l'incident de la salle informatique, Gwen a été approchée par Monsieur le maire, son conseiller d'orientation. « Je voulais prendre de tes nouvelles », a dit Monsieur le maire lors d'une réunion programmée. « Comment t'adaptes-tu depuis ton retour après ta blessure ?»« Beaucoup mieux », a dit Gwen. « Plus de problèmes de harcèlement. » C'est merveilleux à entendre. Une idée de ce qui a provoqué le changement? Gwen a examiné sa réponse attentivement. Je pense que certaines personnes ont réalisé que s'en prendre à quelqu'un avec un bras cassé, ce n'était pas une bonne image. Eh bien, quelle que soit la raison, je suis content que les choses se soient améliorées. Tu sembles plus confiante ces derniers temps. J'ai beaucoup appris pendant ma convalescence sur le fait de défendre mes droits. Bien pour toi. La défense de ces droits est une compétence précieuse. Si Monsieur le maire soupçonnait qu'il y avait plus à l'histoire, il n'a pas cherché à obtenir des détails. La politique de tolérance zéro exigeait la documentation des incidents, pas des explications sur les raisons pour lesquelles ils ont cessé de se produire. Le semestre de printemps s'est déroulé sans perturbation majeure. Béatrice a trouvé de nouvelles façons d'occuper son temps qui n'impliquaient pas de cibler d'autres élèves. Chloé et Léa ont gravité vers différentes cliques sociales. Gwen a rejoint le club de débat et a découvert qu'elle appréciait l'argumentation compétitive lorsqu'elle était contenue dans des règles et des directives établies. Son bras a complètement guéri en avril, bien qu'elle ait continué à pratiquer des techniques d'autodéfense avec sa mère dans leur atelier sous les combles. Pas parce qu'elle prévoyait d'avoir à nouveau besoin de ses compétences, mais parce qu'elle avait appris quelque chose d'essentiel sur le lien entre la capacité physique et la force mentale. La violence devrait toujours être un dernier recours, lui a rappelé Patricia lors d'une de leurs séances d'entraînement. Mais savoir que tu peux te protéger change la façon dont tu navigues dans le monde. Je sais, a dit Gwen, lançant des combinaisons au sac de frappe avec ses 2 bras maintenant pleinement fonctionnels. Je sais aussi que les harceleurs ne s'attendent généralement pas à ce que leurs victimes répondent de la même manière. C'est vrai,
Mais une fois que tu as franchi cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Les gens sauront toujours que tu es capable de te défendre. Bien. Patricia a étudié le visage de sa fille, alors qu'elle continuait à travailler le sac. Elle avait considérablement mûri dans les mois qui ont suivi l'incident du quai de chargement. La personne calme et réservée qui avait tenté de rester invisible avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait sa propre force et n'avait pas peur de l'utiliser lorsque cela était nécessaire. « Souviens-toi juste », a-t-elle dit finalement. « Les personnes les plus fortes sont celles qui n'ont pas à prouver leur force. »« Je me souviendrai », a promis Gwen. Mais je me souviendrai aussi que parfois, la force est la seule langue que les harceleurs comprennent. L'année scolaire s'est terminée sans autre confrontation. Béatrice a obtenu son diplôme et a fréquenté l'université hors département. Chloé et Léa se sont excusées auprès de Gwen pendant leur dernière année. Des excuses sincères qui reconnaissaient les dommages qu'elles avaient causés et leur complicité dans la facilitation du comportement de Béatrice. Gwen a obtenu son diplôme avec mention et a obtenu une bourse complète pour étudier le droit à l'université d'État. Elle avait l'intention de devenir avocate spécialisée dans les droits civils, aidant d'autres personnes à naviguer dans des systèmes qui ne sont pas toujours conçus pour protéger les personnes vulnérables. Mais elle a continué à s'entraîner dans le grenier de sa mère, car certaines leçons étaient trop cruciales pour être oubliées. Des années plus tard, quand Gwen pensait à la personne qui avait été poussée du quai de chargement, elle ressentait un mélange d'empathie et de fierté. De l'empathie pour ce que cette personne avait enduré, et de la fierté pour la façon dont elle avait choisi de répondre. Les os brisés avaient guéri, mais la confiance brisée dans la protection institutionnelle avait conduit à quelque chose de plus précieux. La compréhension que parfois, la justice exigeait de prendre les choses en main. Gwen n'a jamais regretté d'avoir répondu à Béatrice dans la salle informatique. C'était calculé, proportionné et efficace. Plus important encore, cela avait mis fin au harcèlement sans dégénérer en quelque chose de pire. Parfois, la meilleure façon d'arrêter un harceleur était de lui faire comprendre que sa victime n'avait plus peur de lui. Et parfois, cette prise de conscience nécessitait de démontrer que la peur pouvait circuler dans les deux sens. Le poids de la gravité avait tiré Gwen hors de ce quai de chargement et lui avait appris la vulnérabilité. Mais la gravité a également alimenté la réponse qui a appris à Béatrice la responsabilité. Dans les deux cas, ce qui monte finit par redescendre. La différence était d'apprendre à contrôler la trajectoire de la chute.